Bonjour à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les Saint-Gillois l'ont connu comme échevin pendant de nombreuses années. Il a également été chef de cabinet du ministre-président Charles Picquet pendant les 10 premières années d'existence de la région bruxelloise. On l'a connu comme secrétaire d'État bruxellois au logement et puis comme député européen. Son dernier mandat, c'est celui de commissaire bruxellois à l'Europe et aux institutions internationales. On reçoit Alain Hutchinson. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, commissaire bruxellois, un titre qui interpelle. On va rejoindre Aline Walsdorf. Vous avez une première question pour nous. Oui, exactement. Tout d'abord, l'internaute Camille se demande, mais finalement, ça sert à quoi un commissaire bruxellois à l'Europe? Est-ce que c'est une sorte de courroie de transmission entre l'Europe et la région? Eh bien oui. Je pense que c'est un peu ça. Donc c'est une fonction qui a été créée il y a 10 ans. Il était temps qu'on le fasse d'ailleurs. Et qui vise à organiser, si je puis dire, des relations qui auraient dû exister avant mais qui n'existaient pas, entre d'une part les institutions européennes, les organisations internationales, bref, toute la sphère internationale bruxelloise et le gouvernement bruxellois et toutes ses administrations et ses différents services, aussi quelques communes qui font appel au commissariat. Ça, c'est pour un aspect des choses. L'autre aspect des choses dans la mission du commissaire, c'est l'accueil au travers de l'Expat Welcome Desk, l'accueil des jeunes et moins jeunes d'ailleurs, citoyens qui viennent du monde entier travailler à Bruxelles auprès de ces organisations internationales. Ça veut dire que quand quelqu'un arrive à Bruxelles, il vient sonner à votre porte, à la porte du commissariat, pour voir quels sont les services, où s'inscrire inscrire ses enfants à l'école, etc. Oui, voilà, c'est ça. Là, l'Expat Welcome Desk, c'est un travail de renseignement très, très concret. C'est la lecture d'un bail. C'est effectivement dans quelle école puis-je mettre mes enfants? Est-ce que mon mari ou ma femme peut venir travailler? Comment? Dans quelles conditions? Ce sont des questions très concrètes, mais qui font que les gens se sentent accueillis dans cette ville et qui n'arrivent pas dans un milieu hostile qu'ils ne connaissent pas, parce que être un expat, c'est s'expatrier, c'est toujours compliqué, je pense. Alors, vous parliez du rôle de courroie de transmission entre l'Europe, finalement, et les institutions belges. Ça n'a pas toujours été facile, les relations, Non, ça n'a pas été facile parce que pendant de nombreuses années, la Belgique je ne vais pas dire qu'elle l'a maltraité, mais elle n'a pas suffisamment bien traité ses institutions ou ces organisations internationales, à savoir que quand on gère une grosse institution internationale à Bruxelles, eh bien, on a besoin de ce que toute entreprise peut avoir besoin, ou toute administration, à savoir, on a des besoins en matière d'urbanisme, en matière de sécurité, en matière de mobilité, d'espace public comme tout le monde. Et les réponses qui étaient adressées par ces institutions auprès du gouvernement fédéral à l'époque ne recevaient pas de réponse, par la force des choses, puisque les matières auxquelles ces institutions s'intéressaient n'étaient plus au fédéral, elles avaient été transférées vers la région. Et donc aujourd'hui, grâce à ce nouveau lien qui s'est créé, elles ont aujourd'hui réponse à toutes leurs questions. Elles ont, pas toujours, c'est pas toujours oui, je veux dire, il n'y a pas de, mais enfin, elles savent que lorsqu'elles demandent quelque chose en matière d'urbanisme, par exemple, un permis, eh bien, elles savent qu'on va suivre, qu'on va leur dire si c'est non, mais si c'est oui, on va les aider à l'avoir comme on le ferait avec n'importe qui. Donc, les relations sont bien meilleures aujourd'hui qu'elles ne l'étaient avant, je pense. Et est-ce qu'à l'inverse, vous relayez vers les institutions des problématiques bruxelloises que leur présence génère dans la ville? Bien sûr, parce que je pense qu'une des choses que nous avons introduites dans notre méthode de travail, naturellement, c'est d'expliquer aux institutions, comme il faut le faire parfois, pas seulement aux institutions internationales, mais à un certain nombre d'entreprises, qu'on est installé dans la ville et que dans la ville, il y a des habitants, et que des habitants, des visiteurs, des quartiers, et que même si on est là dans un quartier trop monofonctionnel, on y reviendra peut-être, trop bureau, mais il y a quand même des gens qui vivent là et qui passent là, et que donc il faut tenir compte de la vie en ville. Quand on a des institutions qui sont installées au cœur de la ville, ce n'est pas le cas à Strasbourg ou à Luxembourg, où elles sont complètement excentrées à l'extérieur de la ville. Ici, elles sont au cœur de la ville. Eh bien, quand on est dans cette situation-là, il faut respecter la vie en commun dans cette ville. Alors, hier, on a fait le lancement de la nouvelle marque, la marque du quartier européen. Il y a un logo qui est sorti. Ça veut dire, on va le voir, voilà, on le voit à l'antenne, que le quartier européen n'est pas qu'un quartier de bureau. C'est un peu ça qui est derrière cette idée. C'est-à-dire que le logo en lui-même, c'est pas un gadget. Le logo, c'est une représentation graphique de toute une
une nouvelle mentalité, une nouvelle culture que nous voulons installer, que nous avons déjà amorcée dans le quartier européen, que le gouvernement bruxellois a amorcé dans le quartier européen, et qui vise à d'abord, comme je le disais tout à l'heure, à remixifier, donc à réintroduire du logement, du commerce de destination, pas que des snack bars, du commerce de destination, des infrastructures de type culturel, sportif, scolaire, etc., dans un quartier qui doit revivre. Et le logo est un peu, si vous voulez, la manière de stigmatiser tout ça, de réunir tout ça. Et de remobiliser au sein du quartier européen tous les acteurs de ce quartier, que ce soit les institutions d'abord, que ce soit nos institutions, que ce soit les musées, par exemple, qui dépendent du fédéral, que ce soit les commerces, les hôtels qui sont nombreux, etc. Tous mobilisés autour de cette marque pour refaire du quartier européen un quartier bruxellois à part entière, dans lequel je dirais que la première cible de cette campagne, ce sont les Bruxellois. Ramener les Bruxellois dans un quartier qui ne visite plus, puisque c'est un quartier qui aujourd'hui s'éteint quand s'éteignent les bureaux, ne fonctionne pas le dimanche et le week-end. Ça va mieux maintenant, mais il y a quelques temps c'était comme ça. Maintenant ça se réanime et c'est ça justement. Et ce logo est là cette marque est là pour accompagner ce nouveau mouvement. C'est ce qu'on appelle du marketing territorial. On essaie de revendre en fait ce quartier aux Bruxellois, mais aux touristes aussi. Oui, enfin, les touristes ne manquent pas dans le quartier, puisque c'est un quartier qui est devenu le deuxième pôle touristique bruxellois, le quartier européen. Il faut savoir, c'est après l'Atomium et la Grand Place, etc. Le deuxième grand pôle d'attraction touristique, c'est le quartier européen. Et c'est pas seulement les visiteurs du quartier européen ne sont pas seulement ceux qui viennent à des réunions. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Européens et d'extra-européens qui viennent visiter le Berlaymont, la Maison de l'Histoire de l'Europe, le Parlementarium, le Parlement européen, qui est assez spectaculaire avec son hémicycle. Donc c'est un lieu qui est fort visité. Ceux qui ne viennent plus, comme je le disais, ceux qu'il faut ramener très fort, ce sont les Bruxellois. Ouais. On ne se rend pas toujours compte qu'en fait la présence des institutions internationales, c'est un moteur économique important dans la région. Écoutez, je pense que ça, je suis content que vous me donniez l'occasion de le dire. Il faut absolument que les Bruxellois se mettent en tête. Parce qu'on sait que historiquement à Bruxelles, il y a toujours eu une méfiance, une défiance vis-à-vis des internationaux. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils renchérissent le prix du logement. Ils ont plein de défauts. Ce qui n'était pas faux. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Mais enfin, ils ont plein de défauts, mais ils ont beaucoup de qualités. Et c'est ça que je veux que les Bruxellois comprennent. La présence internationale à Bruxelles, c'est 25% de l'emploi bruxellois. Je ne parle pas des fonctionnaires internationaux, de l'emploi bruxellois. 25% de notre emploi, c'est 25% de la richesse régionale bruxelloise. Donc c'est fondamental. Ça représente un peu ce que le port peut représenter à Anvers ou ce que la sidérurgie représentait il y a 20-30 ans à Liège. Donc on ne peut pas ignorer cette présence et on doit arrêter de rouspéter, de se plaindre de la présence internationale. Elle est fondamentale pour la vie de Bruxelles et des Bruxellois. Alors ce label, ce logo que vous lancez maintenant, ça se fait en fait à la veille de la présidence belge de l'Union qui va commencer au mois de janvier. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces 6 mois de présidence ? Écoutez, les 6 mois de présidence belge sont un peu particulier, la présidence belge, parce que pour les États membres en général, la présidence est un moment fort de vie européenne et d'intérêt aux questions européennes. La Belgique, il faut bien dire qu'on est quasi en présidence permanente, on a toutes les institutions chez nous, nous sommes la capitale de l'Europe et donc la présidence va être un moment fort sur des thématiques particulières. Pour Bruxelles, mais ça va être les choix qui ont été faits par le gouvernement. Je pense que ce sera surtout sur le Green Deal, tout ce qui tourne un peu autour du Green Deal européen, sur lequel Bruxelles va se pencher plus précisément. Mais c'est aussi un moment où beaucoup de visiteurs, plus encore que d'habitude, vont venir. Il y aura beaucoup de réunions, beaucoup d'événements qui vont s'organiser. Nous aurons, par exemple, une belle initiative, je trouve, je l'espère en tout cas, c'est que la région, via mon commissariat et le Parlement européen, nous allons, à partir de cette présidence européenne, organiser une exposition d'art public contemporain sur la grande esplanade très vide qui se trouve, l'esplanade Solidarność, qui se trouve sur le seuil du Parlement européen. Donc voilà ce genre d'événements. La présidence, ça va permettre ça. Ça va permettre des événements politiques importants et majeurs et des événements autour de ça, culturels et autres, pas seulement à Bruxelles, d'ailleurs en Wallonie, en Flandre aussi. Est-ce que c'est l'occasion de relancer un peu la discussion sur le siège du Parlement européen qui est
partagé entre Bruxelles, Strasbourg. Est-ce qu'à ce niveau-là, on a des avancées? On continue à faire ces navettes un peu étranges? Non, on continue, il faut bien dire qu'on continue. Et changer le siège du Parlement, et on parle bien du Parlement ici, parce que les autres institutions ont leur siège à Bruxelles, la Commission, le Conseil. Le Parlement, en fait, il a 3 pattes, si je puis dire. Donc, j'ai rencontré la maire de Strasbourg, au nom de la région, j'ai rencontré la bourgmestre de Luxembourg. Nous nous voyons à 3, nous nous voyons à la fin de ce mois-ci encore. Et nous allons essayer de construire quelque chose de positif entre les 3 villes-sièges du Parlement européen. Alors, on parlait de votre rôle de courroie de transmission et que ça n'a pas toujours été l'amour fou entre l'Europe et la région. Il y a eu pendant très longtemps ce traumatisme des bulldozers que les plus jeunes ne connaissent pas, mais au moment où on a construit toutes les institutions dans le quartier européen. Et puis après, il a fallu retisser ce quartier, le reconstruire. On est retombé sur une de nos archives de 2006. On venait de conclure un accord tripartite sur le logement, la gestion de l'espace public et la circulation dans le quartier. Je vous propose de regarder un petit extrait de ce reportage. Plantez un quartier européen au milieu de Bruxelles et vous verrez pousser des bureaux, des chancres et des plans de réurbanisation. Le plan Espace Bruxelles-Europe en 88, le projet des Sentiers de l'Europe de Asquin en 97, le schéma directeur du quartier Durand en 2001, les axes directeurs Bruxelles-Europe de Dieudonnéa en 2002, le plan médiateur de Verhofstadt en 2003 et enfin l'accord tripartite. Ce petit dernier devrait être signé pour la fin du mois par l'État, la région et les communes de Bruxelles, Etterbeek et Ixelles. On dit accord et pas plan car celui-ci stipule surtout des délais et des engagements concrets des différentes parties. On a l'avantage d'avoir un accord qui, au lieu d'être uniquement un accord de grandes orientations, est très précis. Et le but est bien de conforter l'habitat là où il est nécessaire, d'améliorer l'équipement, l'espace public, et de gérer le problème de circulation dans le quartier. Ça veut dire un plan de circulation et des améliorations de transport en commun. Voilà, alors c'était Henri Simons qui était échevin à la ville de Bruxelles, échevin écolo à l'époque. Habitat, espace public, circulation, finalement, il y a toujours ces grands thèmes qui sont là. Alors depuis 2008, il y a eu un schéma directeur. Plus récemment, il y a eu un projet de grand PAD, donc c'est un plan d'aménagement directeur qui finalement a été mis au frigo. Et encore, entre-temps, il y a eu un accord finalement plutôt de principe, de bonnes pratiques. C'est difficile de réaménager ce quartier européen ? C'est difficile de réaménager tous les quartiers, je pense, et celui-ci en particulier. Pourquoi en particulier? Parce qu'on a laissé aller les choses à une époque et on a fait, au moment où ces institutions se sont implantées, on a créé. On a fait d'un quartier qui était un quartier d'habitation très populaire. D'ailleurs, moi, je me souviens de ça. J'étais gosse à l'époque, jeune à l'époque. On en a fait un quartier monofonctionnel où on a tout misé sur le bureau et sur des grandes artères pour que les gens arrivent vite dans leur bureau. C'est caricatural, plus que, à mon avis, encore plus que le quartier Nord à cette même époque. Et donc, c'est donc un peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons des perspectives qui sont tout à fait encourageantes dans ce quartier. Il y a d'abord une volonté partagé, et ça j'y ai beaucoup travaillé aussi, partagé aussi bien par le gouvernement que par les institutions européennes sur la volonté de modifier cette situation, de faire revenir des habitants dans ce quartier, de réduire la part du bureau dans ce quartier, de calmer la circulation automobile. D'ailleurs, les institutions sont d'extrêmement bons élèves en la matière. Toutes les institutions européennes ont supprimé une partie significative de leur parking qu'elles avaient en sous-sol et les ont remplacés par des parkings vélos. Toutes ces institutions fonctionnent aujourd'hui avec des voitures hybrides ou électriques. Il n'y a plus de thermique ou il n'y en aura plus en tout cas très, très prochainement. Beaucoup de fonctionnaires européens viennent soit en transport en commun, soit en vélo, soit à pied à leur bureau. Donc je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. En plus de ça, le gouvernement a décidé il y a peu plutôt que de faire des plans rigides, etc., qui sont toujours compliqués à mettre en œuvre, on l'a bien vu, vous venez de rappeler le nombre de plans qui ont été mis en œuvre, a décidé avec une certaine sagesse, je pense, d'une vision partagée. Donc dorénavant, dans ce quartier, tout le monde s'est réuni, les habitants, les pouvoirs publics, belges, bruxellois, européens, tout le monde, tous les acteurs économiques, pour essayer d'imaginer comment ce quartier devrait devenir
prévenir pour que tout se passe au mieux possible. Et c'est ça la vision partagée. C'est une lettre d'intention, c'est pas réglementaire, ça n'oblige en rien, ça met pas un cadre légal. C'est pas un cadre légal, ça c'est peut-être le défaut et peut-être la qualité aussi de cette initiative, parce que ça permet une grande souplesse. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui des facteurs qui concourent au succès de cette démarche. Le premier, c'est qu'après le Covid, la pandémie, etc., le télétravail s'est installé très fort. Dans les institutions, ça va représenter à peu près, et à la Commission, par exemple, c'est 40% de télétravail. Donc, la Commission, de manière très mécanique, a décidé qu'elle allait se séparer de 40% de ses surfaces de bureaux. Et 23 bâtiments, rien que du côté de la rue de la Loi, je pense. Rien que du côté de la Loi. Ça, c'est quand même énorme. Ils vont quitter, ils ont déjà quitté en partie Auderghem, où on sait ils sont à Debrou. Ils vont quitter Evere. Et ils vont tout ramener sur les quartiers européens, mais en même temps, ils vont réduire pratiquement, ils quittent 50% de leurs bâtiments. Et qu'est-ce qu'on va en faire de ces bâtiments ? Voilà, donc on a une opportunité extraordinaire. La Commission est un pouvoir public européen, mais c'est un pouvoir public. Donc avec la région, nous avons amené les uns et les autres, et avec l'État fédéral, à se rencontrer. Et la vente de ces bâtiments, plutôt que de les laisser partir simplement sur le marché immobilier, récupérés, rachetés par des promoteurs qui veulent faire du bureau, on a décidé de profiter de cette opération pour reconvertir. Et donc, c'est une opération entre l'État fédéral au travers de la SFPI, une société de financement fédérale, de la région de Bruxelles et la Commission européenne, l'OIB, son office immobilier. Nous allons faire en sorte que et des partenaires privés, nous allons faire en sorte que ces bâtiments soient reconvertis pour partie en bureaux, mais des bureaux zéro carbone, nouveau style, mais pour 60%, mais 40% de ces bureaux vont être transformés en logements, en commerce et en infrastructures publiques au bénéfice du public. Donc, c'est une première, mais c'est vraiment une opportunité que nous ne pouvons absolument pas manquer et qu'on n'a pas manqué parce que c'est en train de se réaliser. Maintenant, il faut voir si ça va suivre et puis combien de temps ça va prendre, parce qu'on a connu quand même beaucoup de cas dans ce quartier où ça flotte pendant longtemps, on a des bâtiments qui restent vides. C'est pas une inquiétude, ça ? C'est toujours une inquiétude, mais je pense qu'ici, si vous voulez, les décisions politiques sont quasiment... elles sont prises. Elles doivent encore être confirmées parce que, par exemple, la Commission a besoin de l'accord de son autorité de tutelle, c'est-à-dire le Parlement et le Conseil. Le Conseil a d'ores et déjà marqué son accord sur cette opération et le Parlement européen votera là-dessus le 7 décembre prochain. Donc, vous voyez que ça avance très vite. Une fois que c'est fait, la Commission compte mettre en un coup tous ces bâtiments à disposition du nouvel opérateur. Une question d'Aline par rapport au logement, enfin une question de nos spectateurs relayée par Aline Walsdorf. Oui, exactement. C'est Carlos qui s'inquiète de la situation de co-living, Airbnb, etc., qui aujourd'hui pose problème pour les jeunes qui souhaiteraient investir dans l'immobilier. Il se demande quelles sont donc les mesures à prendre. Oui, écoutez, ça, je vous avoue que je donne ma langue au chat. Je ne connais pas, c'est une problématique que je ne gère pas dans mes fonctions, que je ne gère plus, parce qu'il y a longtemps que j'ai été ministre du Logement. Je pense qu'effectivement, c'est une culture nouvelle qui s'est installée. Mais le co-living, c'est une chose, ce sont des jeunes qui se mettent ensemble, qui vivent ensemble. Mais ici, elle faisait allusion aussi au Airbnb, etc. Ça, je pense que c'est une nuisance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut réglementer absolument, parce que si on ne réglemente pas ces Airbnb et autres systèmes du même genre, on va se retrouver avec une indisponibilité de logement un peu partout. Mais je pense que c'est un problème qui est général à la région et qui n'est pas particulier au quartier européen. Alors, la mobilité, on se souvient du secrétaire d'État libéral à l'urbanisme, Éric André, il y a très très longtemps, qui disait une piste cyclable sur la rue de la Loi. Jamais. On peut revoir des images peut-être de la rue de la Loi à l'époque, qui était vraiment uniquement dévolue aux voitures avec des petits trottoirs. Eh bien, depuis, ça a évolué. Là, on a des pistes cyclables, on a parlé un petit peu des choses. Maintenant, un gros défi, c'est le réaménagement du rond-point Schuman. Un petit reportage de Romain Van den Heuvel, Thibaut Romens et Hugo Moriamé. Le rond-point Schuman, une fois encore bien engorgé, une situation qui pourrait bientôt changer. Le permis pour un réaménagement de l'espace a été délivré cette semaine, mais pour les riverains, le projet ne convainc pas. Toute la circulation qui ne passera plus par le rond-point Schuman, où il n'y a que des bureaux, passera dans les rues alentours, juste derrière vous, du côté du parc du Cinquantenaire, là où vous avez du logement.
Autre problème, l'auvent, cette grande structure qui prendra place au milieu du rond-point, un aménagement peu propice aux manifestations. Il prévoit de creuser le sous-sol et d'installer un gradin, ce qui ne permettra pas forcément non plus de se tenir très nombreux, je vais dire, sur l'espace actuel. Et donc, oui, on peut croire qu'il y aura de plus en plus souvent, surtout en cas de risque de manifestations un petit peu musclées, que les autorités refuseront l'accès au lieu pour les manifestants. Le coût total des travaux est aussi pointé du doigt. Il s'élève à 25 millions d'euros. 21 millions proviennent d'un financement européen. Voilà, alors polémique sur le réaménagement futur de ce rond-point. Côté institution, comment est-ce qu'on voit les manifestations en fait, qui se passent devant leurs portes? Oui, écoutez, d'abord je voudrais vous dire que polémique sur le rond-point, ici il y a plus de 7 ans qu'on a commencé, que Pascal Smet à l'époque a commencé, qui était en charge de l'urbanisme, a commencé les concertations avec tous les acteurs, les commerçants, les habitants, les comités de quartier, pour que le réaménagement indispensable de cet espace puisse se faire dans les meilleures conditions et dans l'intérêt de tout le monde, de tous. Donc 7 ans de tergiversation, de recours, de multiples réunions, etc. À un moment donné, il faut décider. Et maintenant, la région a décidé d'un projet que je pense être un projet qui est tout à fait ce que les Bruxellois peuvent attendre, c'est-à-dire un projet où moins de voitures, il y aura toujours une bande de voitures parce qu'on ne peut pas faire autrement. Moins de voitures, c'est ce qu'on veut et elles ne vont pas aller dans les quartiers. L'idée, ce n'est pas de les envoyer ailleurs. L'idée, c'est que les gens viennent moins en voiture qu'ils ne venaient avant. C'est déjà le cas pour la plupart pour beaucoup de fonctionnaires européens. Moins de voitures, plus de place pour les piétons, pour les cyclistes, pour les arbres, pour la verdure, etc. C'est quand même ça que nous voulons. En plus, n'oublions pas que ce qui est aujourd'hui un rond-point qui va devenir un grand espace, une grande place, une agora, européenne, c'est quand même un endroit qui est vu dans le monde entier. L'image de Bruxelles aussi passe par là, puisque toutes les caméras sont généralement orientées vers cet espace. Donc, les manifestations sera toujours possible? Alors, là les manifestations, aujourd'hui, les grosses manifestations, elles ne peuvent pas aller plus loin que la petite rue de la Loi. Ce sera toujours le cas, jusqu'à présent, malgré le fait que certaines institutions ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est comme ça. Il faut un espace de libre expression, c'est celui-là, et il restera comme ça, c'est tout. Pour l'instant, sur le rond-point lui-même, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mini-manifestations où il y a 10 personnes. Alors, ce que raconte ce monsieur, que je n'ai jamais rencontré d'ailleurs, je ne sais pas qui est ce président de je ne sais quelle association, est totalement faux. Il y aura bien entendu toujours des petites manifestations, comme il y a à la place du Luxembourg devant le Parlement. Mais les grosses manifs, elles seront limitées à la petite rue de la Loi, comme ça a toujours été le cas. Et il n'y a pas de changement là-dessus. Bien, je vous remercie pour ces réponses à nos questions. Je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous politique, c'est les experts avec Guillaume Defossé et Syltje Van Actor comme invités. À la semaine prochaine.